Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle saison de l'entretien d'Hérémie. La diplomatie mauritanienne, si tant est qu'elle existe, de quoi est-elle le nom? Vaste question. Précisons les choses un peu. Comment observe-t-on la normalisation des relations entre certains pays arabes et Israël? Quelles sont les perspectives de la future exploitation de gaz entre la Mauritanie et le Sénégal? Comment évolue le G5 Sahel avec la crise au Mali et le terrorisme? Comment Nouakchott s'aligne-t-il vis-à-vis des grandes capitales comme Paris, Washington, Pékin, Moscou? Comment se porte notre politique commerciale extérieure à l'heure des soupçons de cyberattaques et de l'immigration également? Enfin, au nord, donc la question du Sahara occidental, les questions restent nombreuses, vous l'aurez compris. Pour en parler, nous avons un invité parmi les plus indiqués. Il est à la fois acteur et observateur de la vie publique et politique mauritanienne et de la géopolitique internationale depuis ces dernières 40 années déjà. Il fut ministre des Affaires étrangères, il fut également ambassadeur de la Mauritanie à Dakar et à Doha, et il fut également député de l'Assemblée nationale. Actuellement, il est le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Mohamed Val Oudbellal est l'invité de l'entretien d'Hérémie. Il répond à nos questions en duplex de Nouakchott. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Mohamed Val Oudbellal. Bonsoir, bonsoir, Monsieur Wan. Merci d'avoir accepté. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, première question en guise de contexte ou de contextualisation historique. Qu'est-ce qui a caractérisé la diplomatie mauritanienne à la création, donc en tout cas à l'indépendance de la Mauritanie? Je vais préciser en disant quelles étaient les priorités du premier président de la Mauritanie qui disait qu'il voulait que la Mauritanie soit la Suisse de l'Afrique. Merci, c'est une très bonne question parce qu'il faut toujours remonter aux origines, aux racines pour comprendre. Pour mieux appréhender la politique extérieure de la Mauritanie au temps de Mokhtar Ould-Daddah, il faut revenir, faire un détour par l'histoire et revenir aux conditions qui ont vu naître l'État mauritanien. Au moment où elle accédait à l'indépendance, la Mauritanie était un ensemble fragmenté, un composite politique, économique, culturel, linguistique, ethnique, fragmenté, non globalisé. Il fallait au départ faire en sorte de réunir, de rassembler et d'insérer ces différents composites dans l'État. Il fallait commencer par donner aux frontières de l'État une effectivité. Il fallait résoudre les problèmes des citoyens d'État civil. Tout ceci faisait que l'association des pays voisins immédiats était la condition sine qua non qu'il fallait remplir pour la diplomatie mauritanienne. Okay. En lançant son fameux appel « Faisons ensemble la patrie mauritanienne », Mokhtar s'est employé à gagner la confiance, la fraternité, l'appui, la solidarité et le travail en commun avec les voisins immédiats. Le Sénégal, les voisins immédiats, le Sénégal et le Mali notamment. Parce que l'État est né d'une opération césarienne, si vous voulez, une opération chirurgicale qui est la sortie des entrailles de la vallée du fleuve Sénégal, de Saint-Louis comme capitale. Il fallait donc gérer cet ensemble comme il se doit pour pouvoir avoir une diplomatie au service de la construction étatique. La diplomatie mauritanienne de Mokhtar s'affirmait donc comme étant une affirmation de soi à l'intérieur et une quête de légitimité à l'extérieur parce que le pays était revendiqué, était combattu par d'autres pays dans la sous-région, comme le Maroc par exemple. Oui. Donc, il s'est agi premièrement de travailler avec le Mali et le Sénégal. Il y a eu des soubresauts avec le Mali de Modibo Keïta au départ, mais vite géré et contenu. Et depuis lors, ces trois pays
ne se sont jamais séparés, jamais. Ils ont fait ensemble l'ORS, l'Organisation des États riverains du Sénégal. Ils ont fait ensemble l'OCAM, ils ont fait ensemble l'IAMCE, ils ont fait l'OEA. Ils ne se sont jamais séparés durant toute époque de Mokhtar Ould-Daddah. C'est ça la principale caractéristique. Au moment où la Mauritanie était donc revendiquée de l'extérieur, supposée ou présentée par un certain nombre de pays comme étant une création artificielle, comme étant une pure invention de l'impérialisme entre griffes. Il fallait l'affirmer sur la scène nationale et sur la scène internationale. D'abord, l'entrée à l'ONU lui avait été refusée en 1960 par principalement l'Union soviétique, le Maroc et les pays arabes. Et ils sont employés à partir de l'Afrique. Mokhtar est parti de l'Afrique comme bastion pour s'affirmer comme pays à l'intérieur de ses frontières et au niveau international. Il s'est servi de l'Afrique, il lui a servi de base en réalité, notamment le groupe de Monrovia par rapport vis-à-vis du groupe de Casablanca. Il y avait les modérés et il y avait les autres. C'est appuyé principalement sur le groupe de Monrovia, le groupe des modérés, avec l'appui de la France pour s'imposer. Donc, sa reconnaissance au niveau international, la légitimité de l'État mauritanien a été affirmée avec la reconnaissance de la Mauritanie par le Maroc en 1969 et qui s'est prolongée par son entrée à la Ligue des États arabes en 1973. C'est à partir de ce moment que l'on peut parler d'affirmation définitive de l'État mauritanien grâce à une diplomatie principalement africaine. Alors, la Mauritanie, on l'aura compris, surtout le premier président s'est beaucoup appuyé sur en tout cas sur certains de ces pays africains amis pour asseoir la légitimité de la Mauritanie aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, donc, si on quitte un peu cette étape, quels sont en grands traits, on peut dire, les étapes de la politique étrangère de la Mauritanie jusqu'à nos jours? Oui, il faut noter qu'un point particulièrement important dans la diplomatie au temps de Mokhtar Ould-Daddah, c'était l'aspect soutien des mouvements de libération. C'est cet aspect progressiste, cet aspect d'alignement sur des causes justes. Ouais. Je rappelle qu'à l'époque, en Mauritanie, en Nouakchott, le PAIGC et l'OLP avaient non seulement des bureaux, mais avaient une émission régulière, hebdomadaire, sur les antennes de Radio Mauritanie. Le passeport mauritanien a été interdit en Afrique du Sud, interdit en Israël. La Mauritanie était de tous les combats et de toutes les causes justes à travers le monde, au sud-est asiatique, le Cambodge, Laos, Vietnam, la Chine, la République populaire de Chine. Elle était partout. Ça, c'est un autre trait fondamental de la politique diplomatique du président Mokhtar. Vous me demandez les autres étapes. C'était donc là une étape d'affirmation de soi et de conquête de la légitimité internationale. Alors, il s'en est suivi, au niveau du président Mokhtar, une orientation vers le monde arabe. À partir des années 70, il a commencé à réviser les accords avec la France, à bâtir une monnaie nationale. Tout ceci sans grande rupture. Tout ceci, il a fait sans grande rupture, une réorientation, un recentrage vers le monde arabe qui a conduit donc à un certain mal, disons, avec la France, la nationalisation de l'UFRMA, la sortie de la zone franc, l'intégration de la Ligue des États arabes, mais il y avait en dessous la recherche des capitaux pour les mois. On était dans le boom pétrolier et cela a conduit à cette orientation qui, malheureusement, s'est traduite par une entrée dans les sables mouvants du Sahara au nord, ayant conduit à la guerre du Sahara, l'accord de Madrid, l'accord tripartite de Madrid, qui avait conduit donc à la guerre contre le peuple sahraoui
soutenu et appuyé par l'Algérie, par la suite, ce qui avait conduit à la crise que l'on sait et au coup d'État. De là, on ne peut plus parler de démocratie, plutôt de diplomatie au vrai sens du terme. Il fallait suivre une étape que je situe de 78 à 84, à 1984. Cette époque-là, il n'y avait pas de politique intérieure véritable, a fortiori une politique diplomatique réelle. Il y avait juste à arrêter la guerre au Sahara à tout prix. C'était une époque où les coups d'État, les transformations au niveau des sommets, les listes de clans au niveau des camps militaires, etc. Et donc, il n'y avait pas de politique véritable, diplomatique dont on peut parler. D'autant plus que la Mauritanie, je peux dire qu'à cette époque-là, elle était une aire de jeu, un terrain, un ring, où s'affrontaient principalement les autres. C'est à partir de la troisième étape, j'ai la situe de 84 à 2005. Ça, c'est une autre étape qui est la plus longue, la plus controversée. Et qu'est-ce que vous diriez pour qualifier cette étape? Je dirais qu'elle est trop longue, trop controversée et controversée parce que certains vous diront qu'elle est extrêmement sombre et ne verront qu'un verre totalement vide. D'autres vous verront quelques éclaircies et diront que le verre n'est pas tout à fait vide. Je dirais que subi la diplomatie mauritanienne au cours de cette étape a subi les contre-coups de sa politique intérieure. Jamais une diplomatie ou une politique extérieure n'a autant souffert des crises internes du pays que ne l'a été la politique étrangère de la Mauritanie durant cette étape. Elle avait commencé d'abord par une rupture avec les voisins, ce qui est impardonnable. Rupture avec le Sénégal en 1989. Rupture avec la CEDEAO en 2000. Vous vous rendez compte? Tourner le dos totalement, ou presque totalement, à l'Afrique pour aller radicalement vers le nord. Non seulement le nord proche, c'est-à-dire la création de l'Oumma en 1987, mais le nord lointain, le Moyen-Orient. Non seulement le Moyen-Orient, mais la Méditerranée, à travers le processus de Barcelone. Non seulement cela, mais regardez, il est même allé jusqu'à regarder de l'autre côté de l'Atlantique pour aller jusqu'aux États-Unis. Vous comprenez un peu ce que c'est que c'est une errance. C'est un égarement. Voilà, si vous voulez, compte n'a pas été tenu ni de l'histoire, ni de la géographie, ni de la sociologie, ni même parfois du droit. Cela, durant toute la première décennie, était caractéristique de cette situation. Je crois qu'à partir de 2000, la communauté internationale aidant, les tentatives de faire un processus démocratique à l'intérieur du pays, à travers des élections, le retour à une situation constitutionnelle, l'affirmation de la neutralité dans le conflit du Sahara, tout ceci avait conduit à des éclaircies et à stabiliser, disons, l'État qui avait besoin justement de stabilité, même en donnant le prix fort. Parce qu'entre 78 et 84, 6 ans, nous avions connu 4 présidents et 2 chefs de gouvernement. Ce qui veut dire une instabilité qu'il fallait à tout prix arrêter et stopper. Voilà. Nous allons avancer un peu plus dans l'histoire récente de la diplomatie. En tout cas, au niveau mondial, au sortir de la guerre froide, il s'est constitué 2 blocs, comme vous le savez. Donc, les pays qui ont accédé récemment aux indépendances s'étaient réunis dans ce qu'on a appelé le bloc des non-alignés. Dans ce conflit idéologique, en tout cas, qui caractérisait le monde, il y a également ce qu'on a appelé par la suite le désenchantement
du monde, c'est-à-dire que je ne vous apprends rien avec la fin de l'histoire tant évoquée par Francis Fukuyama, ou bien en tout cas le triomphe de la démocratie à l'occidental. La Mauritanie, comment est-ce qu'elle a vécu cette période? Comment est-ce qu'elle a vécu cette période allant des non-alignés jusqu'à la fin de l'histoire, même si ce terme peut être remis en question? Le mouvement des non-alignés était né dans un contexte bien précis. Ouais. Après la Seconde Guerre mondiale, deux blocs se partageaient, disons, l'influence sur la scène mondiale. Vous l'avez dit, la Mauritanie était un terrain de jeu tout à l'heure? Un terrain de jeu dans une étape bien précise. Oui. Au temps de Mokhtar, elle n'était pas un terrain de jeu, au contraire, elle était active. Mais à partir de 1978, la Mauritanie n'était plus ce qu'elle était, vu à partir dans le concert des nations. Le mouvement des non-alignés lui-même n'était plus ce qu'il était à partir de 90, à partir de la chute du mur de Berlin et l'effondrement du bloc soviétique. Il n'est plus question de deux camps, et donc il n'est plus question de non-alignement entre les deux camps. Cela a mis toutes les diplomaties du monde en difficulté. Il fallait s'adapter à un monde soit unipolaire, et puis un triomphe d'un certain nombre de valeurs, telles que le libéralisme, la démocratie, le pluralisme, les libertés, etc. Il fallait s'adapter à tout cela, et donc on ne peut plus, à partir de ce moment-là, parler des pays non alignés. On peut parler de politique d'indépendance, on peut parler de politique d'ensemble régionaux et sous-régionaux, mais on ne peut plus parler de non-alignement véritable tel qu'il a été vécu durant l'époque des deux camps. Donc, il y a eu également la conférence de Bâle en 1990 où la démocratie était quasiment décrétée, en tout cas les chefs d'État étaient priés d'installer la démocratie dans leurs pays respectifs. Mais vous, si on revient à votre parcours en tant que ministre des Affaires étrangères, donc chef de la diplomatie mauritanienne entre 2003 et 2005, la Mauritanie avait refroidi ses relations avec la France pour se rallier stratégiquement avec les États-Unis d'Amérique. Que pouvez-vous nous dire de cette période quand même assez importante? Le froid avec la France a existé effectivement, mais il remonte aux années 80-90. Il n'est pas de mon temps. Il faut en chercher les causes et les raisons dans les années 80, la fin des années 80, début des années 90. C'est à partir de là que la Mauritanie a pris ses distances par rapport à la France sur un certain nombre de dossiers brûlants. Et depuis lors, les choses se sont nettement améliorées depuis que la Mauritanie est revenue à un ordre constitutionnel normal et a commencé à aller dans le sens d'organiser des élections, d'autoriser les partis politiques, d'autoriser la liberté de la presse, etc. Les choses ont commencé à s'améliorer. J'en veux pour preuve que le président Chirac avait rencontré le président Taya à Dakar en 1995. Il était lui-même venu en visite officielle en Mauritanie en 1997. À l'issue de la visite, ils avaient tenu une conférence de presse commune, ce qui signifie en diplomatie, ce que ça signifie. Ouais. Donc, le gel au fur et à mesure a été résorbé, et au temps où je venais, en tout cas aux affaires étrangères, les relations étaient bonnes avec la France. Et pour la petite histoire, je ne peux pas beaucoup en parler parce qu'à l'époque, nous étions, nous, la partie stable dans le duo et la France, la partie instable. Moi, je n'ai fait que 18 mois aux affaires étrangères, mais j'ai connu, s'il vous plaît, 3 ministres des Affaires étrangères français. Ce qui veut dire ce que ça veut dire. Il y avait aussi la cohabitation en France. Voilà. En ce moment, c'est ce qui fait là. Et les derniers,
me disait, mais Monsieur Bellal, l'histoire n'a jamais enregistré ce que vous avez eu. Est-ce que c'est une chance? Est-ce que c'est quoi ça? Parce que j'ai commencé avec Dominique de Villepin. Dominique de Villepin a quitté quelques mois après. Michel Barnier est venu, il a fait juste quelques mois, et puis vas-y, moi j'étais là. Chaque fois, je savais. Ils sont tous passés par là. Oui, je disais que vous avez également été ambassadeur à Dakar, le Sénégal, les pays donc avec lesquels nous partageons tantôt des relations privilégiées, tantôt des relations crispées, mais notre pays est néanmoins entre le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest, c'est une réalité. Comment dire, est-ce qu'il y a une orientation officielle bien ancrée pour bien asseoir cette place de la Mauritanie entre l'Afrique maghrébine et l'Afrique noire? Je crois que ça se passe bien. Ça se passe bien parce que c'est une question socio-culturelle. C'est une question que les Mauritaniens vivent dans leur sang, dans leur âme. Les Mauritaniens ne peuvent pas se détacher de l'air ou de l'ensemble maghrébin ouest-africain, notamment Sénégal, Mali, Guinée, et c'est le même espace. C'est le même espace. L'affection, il y a des liens affectifs, il y a des liens culturels, il y a des liens de sang, des liens de famille. Et ça se traduit très facilement en diplomatie quand on le veut. Je peux vous dire qu'en 2003, entre 2003 et 2005, nous avons visité avec le président Taya l'ensemble de ces pays africains. Lorsque la volonté politique y est, tout le reste vient très aisément. Et je crois qu'on est en droit d'espérer actuellement, avec le président Ghazouani, que ce rôle va être joué de la meilleure manière et qu'il soit. Alors, je reprécise ma question autrement. Est-ce que, la Mauritanie, autant du temps de Taya que maintenant, les étapes, elle assume ce double ancrage arabe et africain dans le territoire africain? Je crois qu'elle assume, oui, elle assume. Disons que c'est sa vocation première. Maintenant, j'ai essayé de montrer qu'il y a des étapes où elle a failli à cette vocation, où elle est allée errer carrément en errance, déboussolée pendant plusieurs années. Mais quand elle revient avec une volonté politique, sa vocation première est celle-là et elle peut la vivre le plus facilement du monde. Actuellement, il y a en Mauritanie tout ce qu'il y a, tous les ingrédients, si vous voulez, les mécanismes qu'il faut pour qu'elle revienne à sa rôle, d'autant plus que le gaz, par exemple, le gaz, et là, il met le Sénégal et la Mauritanie carrément la main dans la main. Et chaque fois qu'il y a besoin de prouver que la Mauritanie peut jouer son rôle de tête de pont, elle est là. Si vous voyez comment le Maroc, à travers la Mauritanie, écoule ses produits en Afrique de l'Ouest, oui. C'est un pont qui est là. Si vous voyez comment le Mali, en difficulté avec la CEDEAO, le port de Nouakchott et la route de l'espoir qui va directement vers le Mali. Tout ceci fait que il n'y a pas de solution possible, d'alternative, que celle de vivre cette relation maghrébine, ouest-africaine, comme un devoir sacré de la Mauritanie. Aujourd'hui, en 2020, certains, de par le passé, ont parlé de tropisme arabe en parlant de la diplomatie mauritanienne. Mais aujourd'hui, comment se comportent les relations avec
l'Algérie, le Maroc, le Mali, le Sénégal? Autant que je sache, vous savez, moi, je suis loin, hein, j'observe la politique de loin depuis que j'ai quitté. Il me semble que tout va bien. Tout va très bien. Si la route est ouverte vers le Maroc, elle est également ouverte vers l'Algérie, à travers la route Tindouf-Zouarate. Ouais. Avec le Sénégal, le pont est très avancé en termes d'études et de réalisation. Le pont traversant le fleuve Sénégal. Oui, à partir de Rosso. Avec le Mali, à partir de Rosso. Avec le Mali également, tout va très bien. Il n'y a pas d'ombrage aujourd'hui que je sache entre la Mauritanie et l'un quelconque de ces pays. Alors, puisque vous dites que tout semble aller pour Voilà. le mieux, est-ce que ce serait possible de nous évoquer quelques-unes de ce que vous pourriez qualifier de succès de la diplomatie mauritanienne? La diplomatie mauritanienne au cours de la dernière décennie, quoi que l'on dise, a pu quand même assembler et réunir à Nouakchott un sommet de la Ligue arabe et un sommet de l'Union africaine. Cela est un succès diplomatique, c'est sûr. Mais il faut chercher les raisons de ce succès dans la place qu'occupe la Mauritanie dans cette région qu'on appelle le Sahel et dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. La place de la Mauritanie, et d'ailleurs le Tchad aussi, leur positionnement géopolitique aux deux extrémités de la région du Sahel, oui, font que et les performances réelles ou supposées de leurs armées font qu'elles peuvent jouer un rôle essentiel dans la guerre contre le terrorisme et l'insécurité au Sahel. Leur rôle dans le G5, leur place dans le G5 a attiré vers la Mauritanie l'intérêt de la communauté internationale, au point de devenir une destination diplomatique? Diplomatique, absolument. Les États-Unis, la France, quand vous voyez que l'ensemble des chefs d'État du G5 et des pays intéressés, notamment la France, par la sécurité au Sahel, viennent en pleine période de Covid à Nouakchott, à la rencontre du président Ghazouani, c'est un succès diplomatique. Et ça augure d'un rôle de plus en plus important de la Mauritanie dans cette région. Ceci n'est peut-être pas le produit ou le résultat d'un travail diplomatique chevronné, professionnel, etc. Il est beaucoup plus à mettre, comme j'ai dit, en relation avec la politique, l'insécurité et le terrorisme au Sahel et l'apport que la Mauritanie peut apporter. C'est le contexte, ok. Je crois que c'est le principal acquis diplomatique que nous avons pour l'instant. En plus des bonnes relations, c'est-à-dire que la Mauritanie est écoutée, elle est écoutée en ce moment. Également, les dividendes, si vous voulez, d'une alternance politique au sommet de l'État pacifique, réussi, le respect de la Constitution, l'élection qui s'en est suivie, un président bien élu, une recherche de consensus national, tout ceci rejaillit favorablement sur la politique extérieure et fait que la Mauritanie est un partenaire, est un interlocuteur que la communauté internationale est sûrement prête à écouter, à entendre et à consulter. Je crois que tout ça réuni fait qu'on est en droit d'espérer. Ok, un endroit d'espérer, donc peut-être un endroit aussi de qualifier. Comment est-ce que vous qualifierez, ou bien en tout cas pour vous, qu'est-ce qui marque la politique étrangère de l'actuel président Mohamed Cheikh Al-Ghazouani?
Je ne le connais pas beaucoup, je ne le connais même pas. Il m'a reçu une seule fois depuis qu'il est président de la République. Non, je parle de votre observation en tant que voilà, vous qui avez été je viens. Oui. On ne peut pas dissocier entre la personnalité du président de la République et la politique extérieure. C'est sa politique. Elle est toujours empreinte du caractère, des traits de caractère de son principal artisan, c'est-à-dire le président de la République. Tel homme, tel caractère, telle politique étrangère. Ghazouani, on dit de lui, c'est un homme prudent, c'est un homme sage, que c'est un homme posé, calme, serein, tranquille, et ça c'est très important. Je vois que sa politique étrangère sera une politique réfléchie, sera une politique qui tient compte de la géographie, des données géographiques, de l'histoire, de la culture, de la sociologie et des intérêts de ce pays. Et à partir de là, il donnera une place de choix aux voisins immédiats et ira par cercle concentrique vers la communauté internationale. D'abord les voisins, ensuite les voisins des voisins, puis le continent, etc., etc. Et embrasser ainsi la communauté internationale. Je ne le vois pas faire les va-et-vient, les décisions fracassantes, spectaculaires, etc. Je ne vois pas un voyage en Azerbaïdjan. Je ne vois pas un voyage vers le roi du Swaziland. Alors, vous ne le voyez pas en Azerbaïdjan? Je ne vois pas voyager vers le Sri Lanka. Oui, mais le roi du Swaziland a été reçu en Mauritanie. Mais je dirais, ma question est autre. On a vu son prédécesseur a été en Gambie, par exemple, lors de la crise gambienne. Est-ce que la Mauritanie aura vocation, par exemple, à aller aujourd'hui au Mali, par exemple? Elle est allée au Mali à travers le président, à travers le ministre des Affaires étrangères. Donc moi, je vous dis, quand j'ai dit on est en droit d'espérer, c'est parce que le programme politique de l'homme laisse espérer. Il y a des idées claires là-dedans en termes de politique étrangère. Le consensus national qui se crée et les mesures qui se font jour à l'intérieur du pays, tout ceci donne, si vous voulez, un sens ou une boussole, une direction à prendre vers la politique étrangère. La Mauritanie va avoir une ressource importante, le gaz. Dans 2 ans, elle sera un pays, disons, nanti de moyens financiers importants. Où est-ce que ces moyens vont aller? Ils vont aller vers l'Afrique. C'est-à-dire que si la diplomatie mauritanienne va se développer par son économie, par son commerce, par son rayonnement, c'est en direction des voisins. Des voisins immédiats. Qui en ont besoin. Voilà, des voisins immédiats. Donc, je vois qu'il fera une bonne... D'autant plus que, je ne sais pas, est-ce que c'est le hasard, mais le gouvernement de Ghazouani, si vous le voyez, il y a au moins 4 ou 5 ministres venant du système des Nations Unies. C'est-à-dire que tout est là pour qu'une bonne politique étrangère, une bonne diplomatie se déroule en Mauritanie. À présent, en tout cas, d'une question d'actualité, que tout le monde se pose la question. Donc, un petit rappel historique. En 1999, la Mauritanie et l'Israël avaient établi de relations diplomatiques avant que tout cela s'arrête en 2009. En 2005, en tant que ministre des Affaires étrangères, vous avez reçu vous-même votre homologue israélien, Sylvain Shalom, lors d'une visite officielle fortement contestée d'ailleurs par l'opposition à l'époque.
Il sera lui-même reçu en audience par l'ancien président Mohamed Maouia Ould Metaya. Comment dire, le 16 août dernier, un communiqué du ministère des Affaires étrangères saluait la sagesse et le bon jugement des Émirats arabes unis, un partenaire de la Mauritanie, un partenaire clé même, j'ai envie de dire, de la Mauritanie dans sa recherche de normalisation avec Israël. Quelques mois auparavant, un journal français, voilà, dont on tire le nom ici, révélait que le prince héritier Mohamed Ben Salem essayait d'influencer le président Ghazouani pour se rapprocher de Tel Aviv, donc d'Israël. La Mauritanie serait-elle amenée, en tout cas à votre sens, à rétablir des relations diplomatiques ou avec, selon vous, avec Israël? Merci de me poser cette question parce qu'elle me donne l'occasion d'expliquer un peu ce qui s'était passé en 99, etc. Quoique j'étais loin. Voilà. Vous voyez, on avait dit qu'il y avait eu un gel avec la France. Moi, je vous dis très sincèrement que l'activisme de l'opposition mauritanienne contre Taya serait les puissants en Europe, en France notamment, et disons la nature des dossiers qu'il y avait contre la Mauritanie dans les forums internationaux, surtout en Europe, avait fini avec le temps par influencer négativement la qualité des rapports entre, si vous voulez, l'Europe de manière générale, la France en particulier et la Mauritanie. La goutte, je crois, qui a fait déborder le vase, c'était, je crois, l'arrestation à Montpellier d'un officier mauritanien. Colonel Oulval, oui. Voilà. Il y avait une situation à laquelle, je crois, le président Taya a préféré répondre par une mesure de souveraineté très forte, de manière à renverser la table, carrément, devant l'Europe et la France, une sorte de coup de gueule, si vous voulez. Et ça arrive, c'est arrivé plus d'une fois à travers l'histoire pour remettre les pendules à l'heure et repartir, se donner un nouvel air et rediscuter les bases du jeu, si vous voulez. Donc, c'était beaucoup plus une sorte de réaction forte à la situation qui prévalait en Europe et en France par rapport à la Mauritanie qu'une adhésion réelle ou un alignement diplomatique réel sur les États-Unis ou sur Israël. Rien dans la diplomatie mauritanienne et ses alignements et ses prises de position n'avait changé en dehors de cette riposte, si vous voulez, ou de cette réaction ou cette gifle donnée à l'Europe et à la France. Donc, d'où une question avant de vous laisser poursuivre. Est-ce que vous jugez que vous avez été trop loin en recevant donc Sylvain Shalom? Je viens à cela. Donc, il faut bien que ça soit compris qu'il s'agissait juste d'évacuer ce malaise-là et cette situation pour repartir sur de nouvelles bases. Voilà. Donc, rien n'avait changé dans la politique extérieure de la Mauritanie. D'autant plus que les accords internationaux d'Oslo, les dialogues euro-méditerranéens, la communauté internationale, y compris l'OLP, donc l'organisation de Yasser Arafat à l'époque, était demandeur de normalisation ou d'apaisement pour donner un processus de paix engagé à Oslo des chances de succès. Vous comprenez, tout ceci fait que dans le cadre international de l'époque et dans le cadre bilatéral entre la France et la Mauritanie ou entre l'Europe et la Mauritanie, une telle chose pouvait arriver. Maintenant, la visite du ministre des Affaires étrangères en Mauritanie. D'abord, je dois préciser, et les archives de la télévision sont là. La Mauritanie, j'ai présidé, moi, le Conseil des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe.
Et il s'est tenu à Sharm el-Sheikh, en Égypte, une réunion de la plus haute importance où des formes d'arrangement ou de soulagement de la situation en Palestine étaient suggérées par la conférence de Sharm el-Sheikh. Nous, en tant que président du Conseil des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe, étions de travailler sur cette question. Et nous devrions parler aux deux côtés, aux Israéliens et aux Palestiniens. Et ils sont venus dans ce cadre-là. Le ministre israélien est venu pour quelques heures pour s'entretenir avec moi de cette question. Et 3 semaines après lui, c'est le président palestinien, le président de l'OLP, qui est venu à Nouakchott. Donc, c'est en fait une visite des deux parties à Nouakchott. Ce n'est pas la visite du ministre des Affaires étrangères d'Israël. C'est la visite des deux parties qui sont venus à Nouakchott parce que nous étions président de la Ligue, président du Conseil de la Ligue des États arabes. Et avions à leur parler après la conférence de Sharm el-Sheikh et autour d'un programme clair et de mesures claires. Et ma déclaration à la sortie de l'audience à la télévision de Mauritanie était claire à ce sujet. Donc voilà ce qui s'est passé. Ce n'est pas une visite qu'il fait à la Mauritanie. C'est une visite qu'il fait à la Ligue arabe. Je dis quand même, il y a eu l'ambassade d'Israël qui était bien ouverte à Nouakchott entre 1999 et 2009, et c'est un fait. Oui, bien. En tout cas, vous savez, Henry Kissinger a découvert un terme extrêmement que j'aime beaucoup et que j'apprécie, parce qu'il est très significatif dans le domaine diplomatique, pour ceux qui font la diplomatie. Oui. Il parle de quasi-alliances. Il y a des alliances qui sont en fait des quasi-alliances. Elles n'en sont pas une. Ce qui s'est passé avec Israël était de fait une quasi-alliance. Les comparables. Le peuple mauritanien doit être comparé au peuple arabe et africain, qui sont contre toute ouverture ou toute normalisation avec Israël. Et il l'est, alhamdulillah. Si le ministère des Affaires étrangères trouve la décision des Émirats arabes unis d'une certaine sagesse? Non, ils ont dit que le ministre des Affaires étrangères ici a dit qu'il fait confiance. Ils ont salué la sagesse et le bon jugement. Ils disent faire confiance aux Émirats arabes unis dans leur choix. Ça n'engage, ce n'est pas du tout une signature ni une approbation. Ils ont quand même écrit sagesse et bon jugement. Ils sont sages, ils sont, voilà, globalement, dans leur politique générale, dans leur évolution, dans leurs choix généraux. Mais ils n'ont pas parlé et surtout dans la normalisation avec Israël. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ce que je sais, c'est que Ghazouani, président Ghazouani, ne fera pas cavalier seul, ne cherchera pas l'extravagance. Il prendra le temps de peser, de jauger, de peser le pour et le contre, de voir où se situe l'intérêt mauritanien, où se situe la sagesse, et surtout tiendra compte de la légitimité arabe. C'est-à-dire, les Arabes sont organisés. Il y a la Ligue des États arabes, où les gouvernements arabes se retrouvent, où se discutent les problèmes du monde arabe. Les décisions de la Ligue des États arabes, je vois mal la Mauritanie et faire cavalier seul ou aller en dehors ou rester en deçà des décisions de la Ligue des États arabes. Si j'avais
personnellement un conseil à donner, ce serait celui de se mettre à l'écoute du navire arabe et de rester dans le cadre de la légitimité qu'offre et que donnent les décisions et les résolutions de la Ligue des États arabes. En tout cas, comme ça, vous êtes là où vous devez être. Je sais que la Ligue des États arabes est un machin, comme disait De Gaulle de l'ONU. Je sais qu'elle est lourde, qu'elle est émiettée, fragmentée en 1000 morceaux, mais elle existe. Elle est là. Et c'est une force. En tout cas, on va finir l'interview en tout cas sur ces mots d'espoir et sur ces mots en tout cas de sagesse que vous prêtez au président Ghazouani. Merci d'avoir encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous avez vous-même été ministre des Affaires étrangères, vous avez été également député. Vous êtes un témoin, en tout cas, de premier rang de l'histoire récente de la Mauritanie. Mohamed Val El Bellal, encore merci d'avoir accepté d'être le premier invité de la saison de l'entretien d'Hérémie. Je vous remercie. Quant à vous, merci de nous suivre sur rmiinfo.com. À très vite pour un nouveau numéro de l'entretien d'Hérémie.